propose de passer directement au sommaire. Donc, les 30 prochaines minutes vont être sur ce sujet-là. On va commencer évidemment par se présenter, puis par vous présenter la genèse du projet, comprendre comment on a pu lancer ce sujet avec notre partenaire Manuel Group. On ira voir ce qu'était la situation initiale de process, les objectifs qu'on s'était fixés pour ce POC. Et puis ensuite, on ira regarder l'apport qu'a pu avoir le machine learning et donc les résultats qu'on a pu avoir sur ce POC qu'on a réalisé ensemble à SIMM Group. Il y aura une conclusion évidemment sur ce POC et puis après, on aura un temps d'échange. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les conserver pour la fin et ce sera un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous à ce moment-là. Bonjour à tous, Julie Dufour, CTO de Manuel Group. Bonjour à tous, Adrien Champagnoli, Data Scientist. Et Simon Griffon, je suis responsable du pôle data de Nantes pour ASI. Je vais commencer par vous présenter Manuel Group. Donc, on est une banque centenaire qui est issue de plusieurs rachats, cessions de petites banques, donc pas une banque classique. On est spécialisé sur un certain nombre de produits, sur le recouvrement de crédit, des produits d'épargne. On est très présent en métropole, mais aussi dans les dom-toms, sur le financement automobile et sur les prêts perso. Et on est aussi pas mal connu ces derniers temps parce qu'on est en train de lancer la HSBC France Retail. Et en 2024, ça deviendra la nouvelle marque CCF. Et donc, ASI, on est une entreprise numérique, une ESN qui a pour vocation d'agir pour un numérique responsable et pour l'humain. C'est extrêmement important d'avoir un impact pour l'humain. On a un cabinet d'expertise numérique de 500 personnes qui est basé sur 7 agences, notamment sur l'ouest de la France, mais aussi sur Paris et sur Lyon. On a 30 ans d'existence. Et on a effectivement une forte vocation RSE qui se décline avec 25 indicateurs dédiés et qui nous amène aujourd'hui à être labellisé au label Happy at Work. Alors pour commencer, qu'est-ce que la data chez ASI? La data, effectivement, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Pour nous, l'objectif de nos projets data, c'est de travailler à l'ensemble de la chaîne de valorisation de la donnée. C'est-à-dire partir depuis le début, qu'est-ce que la donnée dans l'entreprise, comment elle est gérée, donc travailler sur l'aspect stratégique de la donnée. Et ensuite, de pouvoir aller sur la technique avec évidemment une architecture dédiée qui a vocation à répondre aux problématiques de nos clients. Et puis d'aller après sur découper cette stratégie sur la partie d'abord gouvernance de la donnée, puis ensuite pipeline, et donc vraiment traitement et import de la donnée. Et puis après sur la partie valorisation de la donnée. Quand on parle de valorisation, il va évidemment y avoir des parties un peu plus mainstream comme la business intelligence, mais aussi tout ce qui va toucher à l'IA et machine learning et les data science qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, ce projet, il a été réalisé avec Manuel Group. Il faut savoir que nous, à ASI, on est une entreprise qui travaille depuis longtemps sur les projets bancaires. Il y a à peu près 60% de nos clients qui sont issus de la banque ou de l'assurance. Donc, des projets de scoring bancaire, on en a fait déjà de nombreux par le passé. Et on a vocation à aller plus loin que nos projets, mais aussi à réfléchir sur l'impact de ces projets. C'est à travers ça qu'on a voulu aller un peu plus loin que les procédures disons, classiques de scoring bancaire. Et donc, je voulais voir comment est-ce que le machine learning pouvait améliorer ces process pour avoir un impact plus fort pour nos clients du bancaire. On a souhaité aller plus loin et c'est tout naturellement qu'on a travaillé avec Manuel Group là-dessus. Manuel Group qui est une entreprise innovante qui utilise la data science et le machine learning depuis déjà de nombreuses années, donc qui connaît les ROI de ce type de projet. C'était naturel pour eux de comprendre ce que l'on souhaitait faire et qui avait effectivement l'intérêt de pouvoir associer des personnes en externe à cette réflexion qui était du coup totalement extérieur au process de l'entreprise, et qui pouvait réfléchir, disons, avec un pas de côté, tout en amenant aussi eh bien, une étude complémentaire, des méthodologies qui pouvaient être effectives aujourd'hui et des résultats qu'on pouvait tirer de ces nouvelles méthodologies et ces nouvelles méthodes. Donc la collaboration s'est faite effectivement sur ces besoins compilés
de vouloir aller plus loin et donc de vouloir innover sur ce qui a été fait classiquement dans le milieu bancaire. Et donc, nous, on a mis à disposition des compétences, hein, puisqu'on a aujourd'hui dans nos diverses business unit data des compétences en tant que data scientist. Et puis, on avait la possibilité, en travaillant avec MyMoney Group, eh bien, de bénéficier non seulement des infrastructures de MyMoney Group, mais aussi de tout l'historique de MyMoney Group, qui est extrêmement intéressant et important pour pouvoir entraîner un modèle de ML. Donc l'envie initiale, c'était de se challenger, et on a pu le faire effectivement grâce à un groupe qui a cette envie aussi de continuer cette innovation perpétuelle. Du coup, je vais vous parler un peu plus de la data chez MyMoney Group. Donc effectivement, Simon vous l'a dit, on est une entreprise assez innovante là-dessus. On va dire qu'on a beaucoup accéléré sur ces sujets à partir de 2019. On a créé le pôle Data Science et la Data Factory. Donc, on a réunifié les départements data métier avec la data gouvernance. On a aussi eu un gros programme de transformation et de modernisation de notre SI avec la création d'une data platform. On est passé sous le cloud, sous la WS, donc ce qui nous a permis aussi d'avoir beaucoup de capacités sur étagère. On a aussi eu en 2020 notre premier modèle de machine learning en Python qui est parti en production, qui est toujours utilisé et maintenu. Donc, une grande fierté pour nous, le premier qu'on a pu déployer de bout en bout par nous-mêmes. Et puis, au fil des années, on a développé un certain nombre de produits data. Aujourd'hui, on a un data lab avec AWS SageMaker, avec un certain nombre de capacités. On est aussi capable d'avoir toute la chaîne de data préparation en PySpark totalement automatisée. On a aussi, bien sûr, les outils de BI assez classiques. Chez nous, on a choisi Power BI. Et bien sûr, tout ça s'accompagne pour la data gouvernance d'un data catalog qui est Data Galaxy. Voilà, tout ça, on l'a construit avec aussi un partenaire très fort sur la partie AWS qui est Revolve. Et du coup, on est aussi en train de travailler pour l'intégration de ces systèmes de main. Donc, on a aussi des démarches de data mesh, etc., de data virtualisation. Ça, voilà, ça nous permet d'avoir toutes les capacités pour traiter ce type de captage. Donc, concernant les objectifs, le projet sur lequel on a travaillé, c'était d'être focus sur l'acceptation, sur le regroupement de crédits. C'est-à-dire qu'on reçoit des demandes aujourd'hui de clients qui veulent regrouper leurs crédits. Et du coup, depuis 2019, on a travaillé avec les métiers pour automatiser un maximum les process. Et donc, du coup, l'objectif, c'était toujours de gagner en efficacité dans notre prise de décision, être plus rapide, plus responsive et surtout aussi derrière de diminuer le risque. Donc ça, c'était l'objectif global d'un projet qui s'est fait en plusieurs étapes, je vais vous en parler. Et l'objectif du POC, c'était vraiment d'automatiser la décision grâce à un maximum de modèles de machine learning. Donc, notre situation initiale, quand on reçoit un dossier d'un client, en fait, on a d'abord une première chaîne qui est assez classique, qui existe depuis toujours. C'est un credit scoring assez classique, qui est développé par les équipes risques. Donc, sans surprise, une petite régression logistique, pour les plus techniciens d'entre vous, sur des données très classiques du client qu'on capte par ailleurs. Donc ça, c'était ce qui a été l'existant. On n'a pas forcément voulu challenger ça, parce que forcément, l'explicabilité avec la CPR, ça peut être toujours compliqué. Ce qu'on a cherché à faire, c'est à augmenter le pouvoir prédictif de ce modèle en venant apporter des compléments. Donc, on a cherché d'autres sources d'informations sur le comportement du client qui pouvaient venir nous aider à améliorer notre risque. Et on est parti des relevés de compte. Aujourd'hui, dans notre processus, on demande des copies de relevés de compte de nos clients. Les 3 derniers mois, sur tous les comptes, s'il y a monsieur, madame, des conjoints, etc., une banque en ligne, ça fait beaucoup de papier et on le traitait manuellement. Ça prenait 40 minutes par dossier à analyser, à dépouiller, les 20, 30, 40 pages de scanner. Donc, la première partie du projet, c'était il y a longtemps, c'était la partie OCR. C'est-à-dire que nos documents papier, on les a digitalisés, on a extrait l'information et on a construit notre premier modèle de machine learning qui est basé sur du text mining et tout un tas d'autres techniques pour catégoriser toutes ces transactions. Se dire, ça c'est du revenu, ça c'est de la carte, ça c'est des incidents de paiement, ça c'est des frais, etc. Donc on est parti des besoins des métiers et on a poussé ça en prod pour avoir une information accessible. Et tout ça, ça nous a permis aussi de créer des indicateurs de comportement bancaire
qui nous donnait des informations type est-ce que le client est à découvert ou non. Donc ça, c'est des informations qu'on n'avait pas avant avec le process manuel, parce qu'on s'est perdu dans un relevé de compte, et nous, on a réussi à avoir ces informations agrégées. Et du coup, ce qu'on a fait après, c'est qu'on a combiné les deux, le credit scoring classique, avec le pouvoir prédictif de ces indicateurs, et on a créé un arbre de décision. Donc là, c'est un modèle plutôt classique pour savoir s'il fallait accepter le bénéficier automatiquement, à l'inverse le rejeter parce que beaucoup trop risqué, ou alors passer en process d'études manuelles. Donc là-dessus, c'est des choses qu'on a fait avant, c'est notre situation initiale. Sur la partie de l'acceptation automatique, on divisait notre risque par 2 par rapport au risque moyen de notre portefeuille client. Et sur la partie où on rejette automatiquement les dossiers parce qu'on les juge trop risqués, on était à un risque qui était à 150% de celui du moyen. Donc on est parti de ça. Le business avait pris ses proportions et donc du coup c'est des contraintes entre guillemets qu'on a données à SI pour essayer avec le machine learning d'automatiser cette dernière partie en essayant de garder des volumes similaires. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de comment on a pu apporter cette solution, comment l'apport du machine learning dans ce projet existant pouvait modifier ses résultats et améliorer les performances de ces résultats, puisque donc, les objectifs étaient vraiment d'améliorer. Très rapidement, donc, chez ASI, le machine learning, c'est un ensemble de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais qui comprend également de nombreuses variétés de processus, de technologies, d'environnement. Et je pense qu'il y a autant de définitions du machine learning que de personnes qui l'utilisent. Chez nous, aujourd'hui, c'est une combinaison entre des statistiques, des modèles mathématiques, ensuite une expertise métier, c'est vraiment des données qui sont exploitables avec une c'est aussi avec l'apport de Money Group, et de comprendre leur expertise, leur connaissance du métier, et aussi chez RSI, où on a une grosse connaissance du milieu assurantiel. Le machine learning, c'est effectivement la data, puisque on peut pas jouer avec les data. C'est un mot qui reprend une grande variété, donc il y a autant de possibilités de data, donc ça va être selon le volume de data, ça va être selon le type. On peut avoir des data qui vont des chiffres, on peut avoir du texte, on peut avoir du papier, mais c'est aussi en apprentissage. Le cœur du machine learning, ça va être de donner de plus en plus de chiffres, de plus en plus d'expertise, et vraiment d'apporter à la machine un comportement humain, et de faire apprendre l'élève qui soit de plus en plus performant. Une des composantes très importantes en machine learning et qui était très importante sur ce projet, sur ce POC, c'est ce qu'on appelle feature engineering. Feature engineering, c'est en fait d'utiliser la donnée brute qu'on peut donner à un modèle, qu'on peut donner à une machine, et d'arriver à la transformer, la créer et à l'améliorer pour la rendre interprétable pour la machine. Ça peut regrouper plein d'exemples. Un exemple très simple, c'est de dire si aujourd'hui je donne ma date de naissance, je suis le 1er septembre 1995. En tant qu'humain, ça va être une donnée à comprendre, on va vraiment se mobiliser. Par contre, pour une machine, ça va être une date autre. En revanche, si on la modifie, à la place, on va dire j'ai 28 ans, ça va donner une autre information. On peut mettre dans différents groupes, si c'est plus ou moins 25, plus ou moins 50. On peut également changer en disant j'ai 10 245 jours, c'est le chiffre. Et là, après, la machine va vraiment pouvoir faire des interprétations de ces chiffres-là. Ça va vraiment être de modifier sa donnée, d'utiliser la même donnée, mais pour créer différents inputs pour la machine pour qu'elle comprenne plus de choses. Le machine learning aujourd'hui, on a un schéma très complet volontairement. Le machine learning, ça regroupe énormément de processus, ça regroupe plein de méthodes, ça regroupe plein de façons de faire. Aujourd'hui, une des grandes chances qu'on a eues dans ce POC avec My Money Group, c'est qu'on a pu se baser sur des données qui étaient historiques, donc c'est des données qui ont été appuyées par leur expertise, donc qui connaissaient, qui ont pu utiliser ces données, et donc on a pu partir sur un modèle de type, ce qu'on appelle supervisé. En fait, le principe, c'est qu'on connaissait la finalité donc, des données, c'est-à-dire si est-ce qu'il y a eu un risque ou non, et le but, ça a été de créer un modèle, d'appliquer le modèle sur ces données en ignorant, en faisant semblant d'ignorer la finalité. Et ensuite, on a comparé avec ce que le modèle nous a ressorti et la valeur, et essayer de comparer est-ce que oui ou non le modèle a détecté, et surtout le principe, est-ce qu'il a détecté de façon plus efficace que ce qui était fait historiquement. Dans les types de modèles supervisés, on a plusieurs familles où on s'est basé
pour plusieurs raisons sur un peu de la classification. Donc, c'est une solution qui reste quand même assez classique pour ce type de projet. Deux gros avantages de la classification, donc c'est facile d'interprétation. Le principe, qu'on leur fait du machine learning, c'est vraiment de pouvoir être explicable, de pouvoir expliquer au métier pourquoi on a cette décision. Et une deuxième, donc on a des résultats qui sont directs. On a moins de travail à faire sur le résultat en termes d'interprétation pour pouvoir. Deux choses auxquelles on a fait face, c'est qu'il faut en général faire attention sur ces modèles, c'est qu'on peut avoir une mauvaise interprétation. Donc, si on dit les résultats d'une mauvaise manière, il peut y avoir une interprétation qui est bancale et on peut éventuellement perdre de la précision. Si on peut plonger sur des modèles qui sont sur des problèmes qui sont plus spécifiques et plus complexes, un modèle de classification pourrait ne pas être suffisant. Une des facettes qui est pour nous primordiale dans le machine learning, ça va être la stabilité. Et par stabilité, on peut dire plusieurs choses. Un modèle, il faut qu'il soit stable, puisqu'on peut avoir un modèle qui est ultra performant à l'instant T. Si en lui donnant des données demain, en lui donnant des données du futur, il est à côté de la réalité, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas confiance. Et un modèle pour lequel le métier n'a pas confiance, il sera difficilement adoptable par le métier et quand on aura fait l'industrialisation. Des exemples, par exemple, c'est des modèles qui ont été faits pré-Covid, post-Covid, complètement formés. Il fallait vraiment les adapter pour les rendre vraiment plus stables et pour prendre en compte. On a des modèles qui prennent, qui font pas l'événement, les catastrophes naturelles, ce qui peut être les guerres, par exemple, etc. Dans le modèle qui s'adresse à nous, donc on a plein de modèles, il y a énormément de modèles différents. Ici, on en a 4, un exemple. En fait, ce qui a été très important pour nous de prendre en compte, c'est le mix entre l'explicabilité d'un modèle, c'est-à-dire la transparence et la facilité de compréhension pour des gens qui ne sont pas techniques et des gens métiers qui doivent vraiment avoir quelque chose de tangible, et la performance du modèle. Donc on prend par exemple, si on prend un arbre de décision, ça va être quelque chose qui est extrêmement explicable et très transparent, puisque vous avez visuellement. Par contre, niveau performance, ça ne va pas être le plus efficace. À l'inverse, un réseau de neurones va être ultra performant selon les types de données, mais il va être très difficile à expliquer, il va être difficile à vendre aux métiers. Nous, on a fait le choix de prendre un modèle qui s'appelle le XGBoost, qui est un modèle un peu basé sur des random forest. On a fait ce choix parce que c'est aujourd'hui un des algorithmes les plus performants et les plus développés sur le marché, et c'est aussi un des meilleures combinaisons entre justement cette explicabilité et cette performance. Justement, cette explicabilité qui pour nous est vraiment primordiale, c'est quelque chose que, avec le modèle qu'on a choisi et avec la façon de créer le modèle qu'on a choisi, on va pouvoir expliquer un modèle. Aujourd'hui, si par exemple dans le milieu de l'assurance, on est un expert en lui disant voilà, ce dossier, le modèle veut le rejeter. L'expert va en général demander pourquoi, il va essayer de comprendre la décision, il va essayer de challenger le résultat. Et nous, en fait, l'idée, ça va être de vraiment pouvoir lui expliquer visuellement et pouvoir lui faire comprendre et après challenger aussi le modèle. Pourquoi? Donc, on peut avoir par exemple un schéma comme ça qui peut, à première abord, paraître un peu compliqué. Ici, c'est ce qu'on appelle les shape values. Ça va nous permettre de comprendre pour chaque feature du modèle, c'est-à-dire chaque point de données, que ce soit des revenus, que ce soit plein d'autres données, l'importance que cette valeur a sur la décision du modèle et aussi l'impact. Si on prend sur ce schéma, par exemple, on a la première feature, on va voir que plus la valeur de cette feature est élevée, c'est-à-dire que, anecdotiquement, la première feature qu'on avait pour notre modèle, c'était justement le score de crédit qui avait été préalablement créé par un objet. Donc, plus le score de risque va être élevé, plus l'impact sur le modèle va être élevé également. À contrario, on peut prendre un deuxième exemple qui est une feature qui est aléatoire. On peut voir qu'elle n'a pas très peu d'impact sur le modèle. Et donc après, on peut s'amuser à jouer sur les paramètres pour ce qu'on appelle tuer le modèle. Donc ça, c'est un petit peu la partie de comment on a créé le modèle, comment la trajectoire et le chemin qu'on a fait en fait pour ce modèle et pour arriver au résultat. Donc les résultats, si on reprend ce qu'on avait préalablement, donc le processus qui a été créé par McConaughey, donc pour les dossiers acceptés, on divisait par deux le risque
et la partie biogène où on était à 150%. Aujourd'hui, avec le premier modèle qu'on a réussi à créer, on a ne plus divisé par 2 le risque, on va diviser par 3. Et à contrario, la partie rejet, on va être à 300%. Ça veut dire qu'on arrive à cibler plus précisément les dossiers qui potentiellement présenteront ou non un défaut de paiement. Donc c'est quelque chose qu'on peut encore avancer. Encore une fois, on a plusieurs modèles qui expliquent, on peut faire des combinaisons de modèles, donc on va beaucoup plus loin, mais c'est des résultats qui sont quand même très satisfaisants pour un code qui a été créé. La première conclusion qu'on peut tirer sur la valeur de l'historique, il y a un adage que j'aime bien qui dit comprendre le passé pour appréhender le futur. Et je pense que cet adage est prend tout son sens dans un projet comme celui-ci, parce que vos données historisées, elles ont peut-être plus actuellement de valeur pour votre process de gestion de données actuel, mais ça garde énormément de valeur pour permettre d'entraîner un modèle qui, lui, va pouvoir prendre des décisions futures. Donc il est important de voir que l'historique de vos données a encore de la valeur. Une autre conclusion qu'on aimerait partager avec vous, un conseil un peu, c'est de commencer par des projets simples, puis procéder par étapes. On n'achète pas un cheval de course tout de suite, on commence par s'entraîner sur un petit poney, et ensuite, petit à petit, on grandit là-dessus. Et du coup, c'est un peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a voulu aider le business, automatiser la décision, etc. Et on a commencé par chercher des données, mais aussi on a commencé par un arbre de décision classique. Ça nous a donné un peu une base pour dire, OK, on peut diviser par 2 notre risque sur les bons clients, etc. Ça nous a déjà permis d'avoir l'adhésion du business, notre directeur des opérations, notre directeur des risques, qui ont dit, OK, go, ça vaut. Et après, c'est là où IC est intervenu pour montrer le maximum que le ML pouvait nous apporter là-dessus. Et donc, entre les deux, on a tout un champ des possibles sur ce sujet. Deuxième conseil que j'aimerais vous partager, c'est aussi d'exploiter des nouveaux périmètres de données. Je pense que le ML sur les données classiques du score, d'octroi, de risque, n'aurait pas forcément apporté autant que ce qu'il a fait sur les données des relevés de compte, qui sont à la base des données papier, des données images, donc peu exploitables. Et c'est là où je pense qu'il faut essayer de réfléchir un petit peu outside the box et de se dire quel autre support j'ai de connaissance des données de mes clients, quelle information je peux avoir, que ce soit sur leur connexion, sur leur comportement, etc. Commencez par tirer cette information, donc, avec l'OCR ou autre, pour ensuite les exploiter. Mais allez chercher plus loin que ce que vous avez déjà à disposition dans vos data marts classiques. Et enfin, dernier conseil, un modèle qui n'est pas explicable, il n'est pas utilisable, il ne pourra pas être vendu à votre direction, il ne pourra pas être vendu aux utilisateurs. Donc, on peut avoir parfois des résultats plus intéressants, évitons les faits noirs, contentons-nous à des choses qu'on peut expliquer et qui sont appréhendables pour pouvoir les mettre en production. Merci à tous pour votre écoute. On va maintenant passer à la phase de questions. N'hésitez pas. Monsieur. Du coup, on sera sur entre 25 et 30% d'automatisé. Donc, qui se répartissent à la fois sur de l'acceptation en process simplifié, hein, donc on ne regardera plus cette partie-là, et du rejet automatique du dossier parce que jugé trop risqué. Et ça, c'est des contraintes, entre guillemets, qu'on s'est mises aussi avec notre business. C'est-à-dire que forcément, le risque va être plus frileux à se dire j'accepte automatiquement des dossiers, donc ils vont me dire qu'on commence avec tel seuil et puis on verra après dans l'avenir. Hein. Donc tout ça, c'est un process itératif aussi avec les monitoring. Et à contrario, le business va avoir du mal à dire je rejette automatiquement des dossiers parce que forcément, dans les dossiers les plus risqués, il y a peut-être des beaux clients à repêcher. Donc eux, ils vont, voilà. Donc c'est toujours cet équilibre délicat à trouver et à être itératif. Désolée, je n'ai pas entendu la question. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas entendu. Ok.
Donc je répète la question pour ceux qui sont en ligne. Comment les métiers ont pris le fait qu'on passe une partie des décisions en automatique et comment on les a accompagnés? Donc déjà, on a fait du petit à petit, commencer doucement. Sur beaucoup de projets, on l'a fait. Sur l'accompagnement, ça passe par beaucoup d'acculturation. Donc c'est là aussi où tout le département data a un rôle à jouer. Donc on fait beaucoup de pédagogie. On va voir les métiers, on leur explique. C'est pour ça que j'ai commencé par l'arbre de décision. C'est aussi qu'un arbre de décision, c'est facile à comprendre. Je prends un exemple. Ah, si tu as tel critère, alors oui, alors non. Donc on leur explique étape par étape, on leur montre les résultats. Et ensuite, plus ça va et plus on augmente le niveau de complexité. Du coup, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça nous permet aussi d'absorber des gros volumes, etc. Donc, eux, ça leur permet d'atteindre plus facilement les objectifs du groupe. Au final, ils sont contents. Il y a toujours une petite phase d'appréhension au début, mais après, avec beaucoup de pédagogie, de discussion, ça se passe plus bien. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on garde la stabilité du modèle avec des modèles qui bougent dans le temps. Donc, je ne sais pas si tu veux répondre. Alors ça, c'est une partie sur laquelle on a travaillé. Donc en fait, ça va être le principe d'entraîner plusieurs modèles avec plusieurs données de plus ou moins gros volume, avec des dates différentes. Et en fait, c'est d'arriver à faire comprendre, à empêcher le principe qu'on appelle le surapprentissage d'un modèle. C'est-à-dire qu'il va être extrêmement performant sur les données sur lesquelles on va l'entraîner. Par contre, une fois qu'on prend des nouvelles données, il va être moins performant. Ça, c'est des choses qu'on essaye absolument d'éviter. Et ça va aussi passer par, une fois une mise en production, par un réentraînement régulier des données. Donc, dès qu'on va avoir de nouvelles données, on va réentraîner le modèle qui va se réajuster petit à petit et qui va se recalibrer sur des données, sur un peu une réalité du marché, de ce qui peut se passer. Et un complément aussi, à travers la data platform qu'on a mis en place chez MyMoneyGroup, on a aussi mis en place des capacités de monitoring, de suivi des modèles. Donc on est capable, quand ils partent en production, de suivre leur comportement, l'évolution. Si du coup, d'un seul coup, il y a des modèles qui acceptent plus ou refusent plus, on a des triggers, des seuils qui se déclenchent, et on fait aussi des suivis réguliers. Effectivement, un modèle a une durée de vie limitée. Plus le modèle est complexe et profond, et plus il faut le réentraîner régulièrement. C'est normal. Donc c'est aussi l'importance d'avoir un environnement technologique facilitant qui permet de tester rapidement des modèles, d'itérer, de mettre en production, de retester ce qu'ils vont après, etc. En dernier complément, je trouve aussi la clarté, on en parlait tout à l'heure, encore une fois, d'où l'importance de l'explicabilité et de la simplicité du modèle, ce sera simple, ce sera la facilitation. Quand ça dure un projet comme ça, c'est difficile de donner un prix, il faut partir d'un usage, évidemment. Là, on était en mode itératif, donc en fait, on n'est pas parti d'un coup, on s'est fixé un temps, qui était un temps d'étude, un temps itératif, et à un moment, on s'est fixé une limite, on a dit stop, on a déjà des résultats suffisamment probants, maintenant il faut qu'on puisse les mettre en valeur et faire des changements. Mais en soi, alors là, on a fait ça sur 2 mois, hein, finalement, c'était assez rapide. Hein. Un mois et demi, ouais, exactement. Mais puisque c'est un processus itératif, il faut savoir s'arrêter, parce qu'on peut toujours aller plus loin. Il faut voir aussi que MyMoneyGroup avait déjà un historique, avait déjà l'infrastructure, on n'est pas parti de rien. Si on part de rien, évidemment, c'est beaucoup plus long. Là, on était dans un environnement qui était propice à faire des choses rapidement. est-ce que Spock va partir en production? Je me bats tous les jours pour que tous les modèles de l'équipe partent en prod. Oui, alors on avait déjà validé avec nos directeurs que le premier modèle, enfin, l'arbre assez classique, pourrait partir en production. C'est pour ça qu'on avait gardé les contraintes de volume, parce qu'on était d'accord sur le principe en fait. Et là, ce que nous a montré le modèle, c'est qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc il va falloir qu'on continue de travailler un peu sur l'explicabilité, qu'on le partage avec le métier. Parce que c'est important d'avoir leur adhésion, hein, c'est ce que disait Simon tout à l'heure.
c'est hyper important pour nous pour aussi avoir l'approche des métiers derrière. Donc on ne sait pas encore quel modèle partira, parce qu'on a beaucoup de faits, mais il y en a un qui va partir dans les prochains mois, c'est sûr. Merci à vous. Juste n'oubliez pas qu'on a un stand.